Présent sur ce live Studirama TV. Ce soir, nous recevons Marc Gibia. Marc Gibia est directeur du programme Grande École de l'ESC Dijon. Alors Marc Gibia, bonsoir. Bonsoir. Nous avons de nombreuses questions qui nous ont été posées par les internautes depuis plusieurs jours, plus les questions que nous allons recevoir maintenant. Alors, l'une des premières questions a trait, et vous vous en doutez, au grand mouvement de fusion des écoles. La question est, l'ESC Dijon semble à l'écart des fusions d'écoles, manque d'ambition. Alors, par rapport à cette question, qui est effectivement une question brûlante liée à l'actualité des grandes écoles, ma réponse sera très très claire. Nous sommes engagés depuis maintenant 5 ans dans une alliance avec Oxford Brookes University, qui est une des 20 meilleures business schools anglaises, qui fait partie du top 20, comme nous faisons partie du top 20 français. Et la vocation de cette alliance, c'est de faire de nos écoles une école franco-britannique à dimension internationale et à visibilité européenne et mondiale. On assiste effectivement depuis quelques mois à des mouvements assez rapides de fusion d'écoles françaises entre elles. C'est une autre voie stratégique que je qualifierais de franco-française, sans que ce soit péjoratif. Il y a nécessairement un sens à ces fusions-là. Nous n'avons pas souhaité nous rapprocher d'autres acteurs français pour une raison très très simple. Je crois que l'avenir de nos écoles passe par une plus forte dimension internationale, et nous associer avec une école britannique participera nécessairement et participe actuellement à un renforcement de notre dimension internationale. Alors justement, nous avions une question sur ce partenariat. En quoi le partenariat avec l'université anglaise Brookes est-il vraiment différent des partenariats classiques qu'ont toutes les écoles? Alors nous avons effectivement à Dijon 113 universités partenaires qui sont autant d'accords tactiques. Je veux dire par là que lorsque l'on signe avec un partenaire universitaire, ce partenariat génère des flux d'étudiants, des flux d'enseignants, pour aller parfois jusqu'à des accords de double diplôme. L'alliance avec Oxford Brookes University n'est pas une alliance tactique, c'est une alliance stratégique. Nos deux écoles se rapprochent petit à petit. Nous sommes en train de construire, notamment pour le programme Grande École, des Master of Science joints, c'est-à-dire de donner la possibilité à nos étudiants prochainement, en fin de cursus, de ne plus simplement suivre une spécialisation de 150 heures, mais de pouvoir intégrer nos futurs Master of Science joints qui seront co-construits par Oxford et Dijon, permettant à nos étudiants de sortir de notre programme Grande École double diplômé avec une spécialisation sous le sceau d'un Master of Science qui sera co-construit avec notre partenaire Oxford Brookes University en finance, en entrepreneurship et également en marketing. Bon, pour que l'on comprenne, ce sont des possibilités ou bien il est obligatoire pour un étudiant qui va intégrer l'ESC Dijon à un moment donné de faire une partie de sa scolarité dans cette université? Alors, nos étudiants ont une obligation de consacrer un semestre de leur scolarité à un séjour académique dans l'une de nos universités partenaires, et s'ils le souhaitent, dans celle-ci, Oxford Brookes University. Et pour revenir sur ce partenariat et sa dimension stratégique, aujourd'hui, les liens et les points de contact et les points de collaboration sont très très nombreux avec cette université et dépassent les simples accords d'échange. Nos enseignants chercheurs reviennent là récemment d'Oxford Brookes University. 30 d'entre eux ont séjourné pendant 3 jours à Oxford pour partager des travaux et des réflexions de recherche. Nous avons construit un bachelor joint, nous avons construit un Master of Arts joint. Nos enseignants vont séjourner 6 mois, 1 an dans cette université et réciproquement. Nous avons chaque année, avec cette même université, des comités de direction joints pour petit à petit renforcer nos complémentarités et faire de cette école-là, à terme, une école franco-britannique à dimension internationale avec une visibilité européenne et mondiale. C'est le choix que nous avons fait et qui est un choix différent d'une fusion classique franco-française. Mais dans le cadre de cette alliance, chaque école est classée de manière propre. Aujourd'hui, effectivement, nos deux institutions gardent leur indépendance, leur autonomie, à la fois juridique et budgétaire, mais les années passant, nos deux institutions se rapprochent petit à petit et pourquoi pas à terme
effectivement imaginer que nos deux institutions n'en fassent qu'une. Mais à nouveau, ce qui a motivé ce choix-là de notre part, c'est de renforcer la dimension internationale de notre école, et le faire avec un partenaire français ne nous semblait pas la meilleure des solutions. Alors nous avons deux questions toujours sur l'international. Première question de Sophie, je souhaite passer une grande partie de mon cursus à l'international, est-ce possible? Je pense que vous avez répondu. Deuxième question, plus précise, les cours sont-ils entièrement en anglais dès la première année de master? Alors nous avons, pour ceux qui le souhaitent, un parcours anglophone. Un parcours anglophone sur les 2 premières années du cursus, qui se traduit de façon concrète par la possibilité de suivre 100% de la formation sur l'année 1 et sur l'année 2 avec des cours dispensés en langue anglaise. Ce parcours dit anglophone se termine en année Master 2 ou en 3e année par un parcours double diplômant, c'est-à-dire qu'après avoir séjourné durant 2 ans sur le campus de Dijon avec des cours dispensés en langue anglaise, nos étudiants réalisent leur 3e année dans l'une de nos universités partenaires pour aller décrocher par exemple un MBA aux États-Unis ou encore en Australie. C'est vraiment la logique d'articulation, parcours anglophone et double diplôme de niveau Master MBA dans l'une de nos universités partenaires. Alors justement, puisqu'on parle de parcours anglophone, question d'Olivia. Bonjour, est-il possible en intégrant l'ESC Dijon d'avoir des cours en anglais et de faire de l'apprentissage? Également, je cherche actuellement ma voie, mais je souhaite faire de l'alternance. Est-ce qu'un risque d'avoir une seule expérience en entreprise? Alors, lorsqu'on interroge les recruteurs sur le profil idéal du jeune diplômé, ils attendent de nos jeunes diplômés une longue expérience en entreprise, ce que permet l'apprentissage, et également une très forte dimension internationale. C'est pourquoi nous avons créé un parcours par apprentissage dans le cadre duquel le départ en université étrangère est possible. De façon plus précise, sans rentrer dans les détails, le parcours par apprentissage dure 18 mois. Durant les 6 premiers mois, l'étudiant va alterner, c'est-à-dire il sera 1 semaine sur le campus, 3 semaines en entreprise. Et puis ensuite, sur le semestre d'après, il va consacrer 100% de son temps à la formation, soit sur le campus de Dijon, soit en partant en université étrangère. Et cette année, sur les 84 apprentis de 3e année, 76 vont partir en université étrangère et donc rendre compatible l'apprentissage et le départ en université étrangère. Alors l'apprentissage est une très belle expérience, mais c'est aussi la difficulté de trouver une entreprise. Oui. Alors c'est vrai que nous pratiquons l'apprentissage depuis maintenant 15 ans avec un réseau très important d'entreprises partenaires, à la fois sur Dijon et sur la France entière, puisque le rythme que je viens d'évoquer permet à nos étudiants de faire l'apprentissage, pas simplement aux portes de notre école, mais dans la France entière. Et aujourd'hui, nos étudiants ne rencontrent pas de difficultés pour trouver un contrat d'apprentissage, tant les liens que nous avons avec nos différents partenaires régionaux, nationaux, internationaux sont importants. Et ces différents partenariats-là sont entretenus. Bien sûr, nous demandons à nos étudiants d'être acteurs de leur propre recherche, mais je n'ai jamais vu un étudiant à la recherche d'un contrat d'apprentissage, suivant correctement les consignes qu'on peut lui donner en termes d'acte de candidature, de CV, de lettre de motivation, d'entretien. Je n'ai jamais vu un étudiant suivant donc ces consignes correctement et bénéficiant de nos relations avec nos différents partenaires ne pas aboutir. En tout état de cause, on a une cellule d'accompagnement, un espace carrière qui permet à chaque étudiant qui a un projet d'apprentissage de se doter de tous les moyens lui permettant d'accéder à ce contrat d'apprentissage. Alors, puisqu'on parle d'apprentissage, on parle évidemment financement, scolarité. Une question, y a-t-il des bourses spécifiques ou des prêts spéciaux à l'école pour financer sa scolarité? Dans un premier temps, et de façon peut-être plus globale, avant de rentrer dans la réponse précise, ce que je souhaiterais préciser, c'est que nous avons 32% de nos étudiants qui sont boursiers. Beaucoup d'étudiants souvent s'autocensurent par rapport aux frais de scolarité. Parlons-en de façon très directe, c'est 8 100 € par an, c'est un investissement significatif. Et quand je dis investissement, j'emploie ce terme à bon escient. C'est beaucoup plus un investissement qu'un coût, dans la mesure où le retour sur investissement est à la hauteur de l'investissement, puisqu'on a des statistiques de placement qui sont de très bonne qualité et permettent effectivement de financer cet investissement. Nos étudiants ont la possibilité effectivement de faire l'apprentissage, je viens de l'évoquer, quand vous êtes en apprentissage durant 18 mois, c'est 18 mois de scolarité qui sont pris en charge par l'entreprise avec une rémunération à hauteur de 800-900 € sur ces mêmes 18 mois, permettant de façon rétroactive de financer
la première année. Je parlais de 32% de boursiers. Ces boursiers sont nombreux parce que nous avons développé un certain nombre de dispositifs de financement. Je vais en citer quelques-uns très rapidement. Des bourses d'excellence ou des bourses au mérite que nous allouons, qui sont des bourses importantes, de l'ordre de 12 000 euros, c'est-à-dire une année et demie de scolarité, qui sont attribuées pour les bourses d'excellence sur la qualité des résultats au concours et pour les bourses au mérite, qui sont la combinaison de deux critères, les résultats au concours combinés avec l'échelon de bourse du Crous. Nous avons également des partenaires bancaires qui proposent à nos étudiants des prêts à taux préférentiels, la possibilité de travailler au sein de la junior entreprise. En tout état de cause, les solutions de financement sont très nombreuses et je ne souhaiterais pas qu'un étudiant s'auto-censure par rapport à l'accès à une école, à Dijon ou à une autre, par rapport à cette question de financement, tant les solutions sont aujourd'hui nombreuses et ont été développées par notre école depuis de nombreuses années. Donc vous avez bien répondu à cette question du financement qui est une préoccupation importante. D'autres questions qui sont plus ludiques, on va dire. Question de Franck, quelles sont les principales activités associatives de l'école? On sait que c'est un axe important des écoles, c'est l'engagement associatif. Oui, alors la vie associative dans les écoles est réputée, je dirais dans le bon sens du terme. Dans les écoles de commerce en général, cette vie est particulièrement importante et nous la suscitons à Dijon, notamment par le souhait que nous avons eu il y a quelques années de mettre en place un parcours dit associatif. S'investir dans une vie associative, s'investir à la tête du bureau des élèves, du bureau des arts, du bureau des sports, c'est non seulement participer à la vie de l'école, mais c'est également finalement s'impliquer dans une véritable micro-entreprise. Lorsque vous êtes à la tête de la junior entreprise et que vous générez 40, 50, 60, 70 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est nécessairement une application à vertu professionnalisante. Et nous avons souhaité mettre en place un parcours permettant de conjuguer réussite académique et implication dans la vie associative. Ce parcours associatif se traduit par un aménagement de l'emploi du temps pour les étudiants qui accèdent à ce parcours-là, avec des cours le matin et un aménagement leur permettant d'être libérés l'après-midi pour réellement s'impliquer dans la vie associative et faire en sorte que cette implication ne se fasse pas au détriment de la réussite académique. Et lorsque j'observe de façon précise le placement de nos étudiants, je me rends compte combien cette implication dans la vie associative est un élément valorisant pour le CV et reconnu comme tel par les recruteurs, souvent dans le sentiment que l'implication dans la vie associative a une dimension festive, avant tout festive. Les recruteurs ne sont pas dupes et perçoivent à travers cette implication-là de vraies prises de responsabilité dans des micro-entreprises et très souvent valorisent cette implication-là au moment du recrutement. Alors justement, puisque parler des employeurs, on a une question sur le taux d'employabilité à la sortie de l'école. Alors c'est un taux qui est stable et au-dessus de la moyenne des écoles de la conférence des grandes écoles, puisque nous avons 75% de nos étudiants qui sont placés 2 mois après la sortie et 94% qui sont placés 6 mois après la sortie, avec un taux qui est stable, même en conjoncture difficile, tout simplement parce que nous sommes en lien permanent avec les recruteurs et nous faisons chaque année évoluer le programme de formation pour être au plus près des besoins des recruteurs. Je vais donner un simple exemple. Aujourd'hui, il y a un secteur qui recrute de façon massive pour des raisons structurelles de pyramide des âges. C'est le secteur de la banque, assurance et gestion de patrimoine. Pour ceux qui souhaitent travailler dans ce secteur-là, il y a maintenant une obligation qui est de passer une certification qui s'appelle la certification AMF, Autorité des marchés financiers. C'est un sésame sans lequel vous ne pourrez pas rentrer demain dans le secteur bancaire. Et nous avons été l'une des premières écoles à mettre en place cette certification AMF pour favoriser le placement de nos étudiants dans ce secteur d'activité. Nous avons un autre exemple, c'est celui des cabinets d'audit. Là aussi, depuis 25 ans, nous travaillons main dans la main avec les Big Four, KPMG, Deloitte, Price, Ernst & Young, et le programme de formation dit AEC, Audit Expertise Conseil, est complètement construit en phase avec les besoins des recruteurs, et nous avons un placement de qualité dans ce secteur-là qui est celui du conseil. Alors justement, puisque vous parlez du conseil, on a 2 questions de Mathieu nous disant qu'il est intéressé par la filière audit expertise
conseil en troisième année et qui souhaite savoir quelle relation justement vous entretenez avec les fameux grands cabinets d'audit et quel est le pourcentage des élèves de cette spécialisation qui intègrent chaque année un de ces cabinets. Alors pour répondre de façon peut-être très directe, pour pas dire trop directe, aujourd'hui ces cabinets-là, Price, Deloitte, KPMG, Ernst & Young, vont aller recruter massivement des étudiants issus des écoles dites parisiennes, HEC, SEC, EDEC, EM Lyon, ESCP. Et l'ESC Dijon se retrouve juste après ces écoles-là, une école de référence dans sa capacité à former des étudiants pour ce secteur-là. Voici 25 ans que nous avons un corps professoral qui est pour partie centré et mobilisé sur les liens avec ces grands cabinets-là. Et vraiment, cette filière AEC est une filière d'excellence pour nous, avec une sélection importante à l'entrée, dans le cours du processus. Et j'avais là récemment l'occasion de partager avec les étudiants de la filière AEC qui terminaient leur parcours. Eh bien, ils sont 32 à terminer leur parcours. Et sur les 32, 28 d'entre eux sont d'ores et déjà en activité professionnelle en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, dans l'un de ces grands cabinets d'audit. Chaque année, nous avons une journée dédiée au recrutement et systématiquement, nous observons que la volumétrie des offres d'emploi proposées à nos étudiants dans ce domaine-là est plus importante que le nombre d'étudiants qui y candidatent. C'est vraiment pour nous une filière d'excellence et qui est identifiée comme telle par les recruteurs de l'audit et du conseil. Alors justement, dernière question, toujours Mathieu, à propos de cette filière, comment s'effectue la sélection pour suivre ce parcours en troisième année et quel est le taux de réussite au DSCG, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion? Voilà, alors c'est vrai que cette filière AEC destine aujourd'hui avant tout à l'intégration dans les cabinets d'audit et moins qu'à l'origine à l'obtention du DSCG, hein, juste à titre d'information, sans rentrer dans la technique, nous avons 5 équivalences pour les unités d'enseignement du DSCG et pour ceux qui souhaiteraient obtenir le DSCG, il s'agit de passer les 2 UE manquantes au mois de septembre. On se rend compte aujourd'hui de façon massive que nos étudiants font le choix de partir en contrôle de gestion ou en cabinet d'audit et ne vont pas nécessairement jusqu'au bout du processus pour aller présenter les 2 UE du DSCG. Et pour ceux qui vont présenter les 2 UE du DSCG manquantes, nous avons un taux de réussite qui est de l'ordre de 50%. Et pour répondre de façon définitive à la question sur la sélectivité, quand vous êtes sur une filière d'excellence, elle est aussi d'excellence parce qu'on a une sélection. Et concernant cette filière AEC, la sélection se fait sur la base des résultats en comptabilité et droit du premier semestre de la première année. Et en fonction de ces résultats-là, l'étudiant accède ou non à la filière AEC qui débute au second semestre de la deuxième année, sachant qu'il y reste, une fois qu'il est rentré, à condition de valider chacun de ses cours. Et en cas d'invalidation, l'étudiant est sorti de la filière. On ne peut pas imaginer diplômer nos étudiants sur cette spécialisation AEC s'ils ne sont pas à la hauteur des exigences des recruteurs. C'est pour ça que nous sommes particulièrement sélectifs à l'entrée et durant le cursus. Mais un étudiant normalement constitué, et la plupart le sont, qui travaille correctement et de façon régulière, va se voir ouvrir les portes de cette filière-là et pouvoir en sortir et accéder à ces cabinets d'audit. Alors, nous avons beaucoup parlé de cette filière spécifique. Nous avons une question sur les valeurs générales finalement de l'école et ce qui fait que ESC Dijon est peut-être différent d'autres écoles. Une question de Claire. Pour différencier votre école, vous parlez de management entrepreneurial. Je ne comprends pas très bien ce que cela veut dire et en quoi cela est très porteur pour notre futur emploi. C'est un concept essentiel qui peut paraître vu de l'extérieur théorique, pour pas dire ésotérique. Alors, je vais essayer de l'expliquer de façon très claire et très précise. Pour débuter, je préciserai que notre métier, c'est de préparer les étudiants au leur. Notre métier, c'est de préparer les étudiants au leur. Et pour préparer nos étudiants à leur futur professionnel, une réaction simple, c'est d'aller interroger les recruteurs. Et quand on interroge les recruteurs, ils nous répondent qu'ils attendent de nos jeunes diplômés une double posture. Une posture permettant à nos étudiants d'avoir une réelle vision stratégique, c'est-à-dire une capacité à prendre du recul et à prendre de la hauteur, et également une capacité managériale. C'est un couple important. Un Bac+5 demain a une vision stratégique et une aptitude managériale. Mais pas seulement. Un Bac+5, c'est également une personne qui est capable de s'engager dans l'action et de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Eh bien, ce qu'on appelle le management entrepreneurial, c'est ça. C'est
un manager entrepreneur, un manager qui est visionnaire et qui est capable de manager ses équipes et qui est également entrepreneur, c'est-à-dire qui est capable de passer à l'action, de traduire une réflexion stratégique en action et qui est lui-même capable de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Et c'est un peu compliqué parce que la nature humaine est ainsi faite qu'on est plutôt l'un ou plutôt l'autre. C'est-à-dire qu'on est visionnaire manager ou plutôt opérationnel. Et notre programme de formation est construit autour de ce concept de management entrepreneurial permettant à nos étudiants de sortir du cursus avec cette complémentarité de compétences, vision stratégique managériale et capacité à entreprendre, à être dans l'action, dans l'opérationnel, dans la flexibilité et l'adaptabilité. Alors concrètement, pendant les 3 années de scolarité, ça va se traduire comment? Concrètement, ça veut dire une formation académique de haut niveau, très exigeante, permettant justement à nos étudiants de s'extraire du quotidien et de ne pas regarder les problèmes par le petit bout de la lorgnette. Donc c'est des cours de management, des cours de stratégie, des cours de géopolitique, des cours de culture générale, des cours de management, des cours de leadership pour effectivement gagner en hauteur de vue, mais c'est aussi un temps très très important donné à l'action, à la mise en action, à la pédagogie par les cas, à des projets transversaux de créativité, de création d'entreprise, une place importante liée aussi aux données aux simulations. C'est vraiment systématiquement conduire nos étudiants à traiter des problématiques pédagogiques, d'entreprise, non pas simplement par le petit bout de la lorgnette, mais avec une formation de très haut niveau académique leur permettant de conceptualiser, prendre du recul, prendre de la hauteur, mais ne pas oublier aussi qu'il s'agira très rapidement de passer de la problématisation à l'action et pédagogiquement, systématiquement, au sein de cette combinaison apport théorique conceptuel et mise en pratique. Alors, on parle beaucoup justement dans le cadre de la formation des managers dans toutes les grandes écoles, justement de la responsabilité sociétale, oui, de l'éthique, des valeurs. Comment ça s'inscrit justement dans ce que vous venez de nous dire? Alors nous avons des cours troncs communs qui sont centrés sur la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, en 3e année, des cours d'éthique, des cours de gouvernance qui ne sont pas des cours optionnels, qui sont des cours de troncs communs qui s'imposent à tous nos étudiants parce qu'on est intimement convaincu que nos étudiants demain auront une mission à jouer, à la fois à titre professionnel, en étant cadre, acteur de la vie de l'entreprise, mais également acteur d'une société. Et c'est pourquoi nous avons mis en tronc commun, nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix important qui est de placer en tronc commun ces matières-là que nous jugeons importantes, l'éthique, la gouvernance, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et nous avons fait un choix aussi assez particulier de conduire chacun de nos étudiants à aller se frotter à des environnements qu'ils ne côtoient pas d'habitude pour réellement avoir une ouverture d'esprit sociétal. C'est ce qu'on appelle la pédagogie par l'action Est-ce que ça fait citoyenne. Voilà, il y a une question sur l'action citoyenne, je crois à peu près 80 heures de cours prévus, et un internaute qui nous dit les étudiants donc, doivent consacrer 80 heures à des actions citoyennes pendant les 2 premières années au lycée Dijon. Cela est-il valable, quel que soit le parcours, et quel est le but pédagogique de ces actions? Quel que soit le parcours, chaque étudiant se voit assigner cette obligation. Alors vu comme ça paraît effectivement assez contraignant. Il ne s'agit pas de contraindre nos étudiants à vivre une action comme celle-ci, mais à leur faire comprendre combien l'ouverture aux autres, combien une posture d'humilité, d'empathie, d'entraide et de solidarité va servir demain leur propre développement personnel, mais également leur employabilité. Chaque concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est une action citoyenne. Par exemple, au sein du SAMU social à Dijon, il s'agit de consacrer du temps, 40 heures en première année, 40 heures en 2e année, une action de solidarité, une action où on s'engage vraiment auprès des plus démunis. On se rend compte que tout un chacun, nous sommes finalement amenés à fonctionner un petit peu en vase clos. Eh bien, il s'agit là d'ouvrir nos étudiants à d'autres environnements sociaux, des personnes en difficulté. Ça peut être aussi un engagement auprès de personnes handicapées, auprès de jeunes collégiens scolarisés dans une éducation prioritaire. L'idée est là de conduire nos étudiants sur des terrains qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer. Non seulement pour qu'ils puissent, de façon concrète,
mettre en œuvre les valeurs dont j'ai parlé là, hein, celles de l'ouverture, de l'engagement, de la solidarité, de l'humilité, mais c'est aussi pour eux facteur d'employabilité parce qu'il s'agira de développer une autonomie, une capacité d'adaptation au contact de ce public-là. Est-ce que vous pensez que ces 80 heures sont suffisantes finalement pour changer l'étudiant, le faire évoluer dans sa matérialité? Je pense à d'autres écoles qui, elles, ont des programmes qui durent plus longtemps dans ce Je pense type que de c'est un domaine. minimum. Je pense que c'est un minimum. On arrive effectivement là à déclencher une prise de conscience. La difficulté qui est la mienne en tant que directeur de programme, c'est effectivement de pouvoir donner de la place dans un programme à toutes les dimensions importantes. On a parlé international, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé des spécialisations, on a parlé d'action citoyenne. À un moment donné, il s'agit d'arbitrer, de trouver un juste équilibre entre le temps qu'on va consacrer à chacune de ces actions pédagogiques. Je pense que là, on est sur un juste équilibre. Je pense que c'est un minimum. Si on pouvait effectivement dans les années à venir renforcer la place de cette action citoyenne dans le programme de formation, ce serait une bonne chose. Mais si on le fait, c'est nécessairement par principe de vase communicant au détriment d'autres temps en entreprise ou à l'international. Mais je pense que sincèrement là, ce temps est suffisant pour que la prise de conscience se fasse et on débriefe avec nos étudiants et on se rend compte que la prise de conscience est réelle. Ensuite, chaque étudiant va le digérer à sa façon et va le traduire dans son avenir de façon différente. Là, nous avons des questions un petit peu plus techniques et précises, notamment une question d'Antoine sur le partenariat que vous avez signé avec l'Ordre des avocats de Dijon. Antoine nous demande quels sont les avantages de ce partenariat et qu'est-ce que cela va donner pour les étudiants de l'école. Je vais faire un petit détour pour répondre à cette question. J'ai évoqué tout à l'heure nos différentes spécialisations, en tout cas certaines d'entre elles, le parcours AEC, le parcours gestion de patrimoine et banque. Lorsque nous faisons évoluer ces parcours-là, eh bien, nous avons ce qu'on appelle des comités scientifiques, c'est-à-dire que nous interrogeons les cabinets d'audit, nous interrogeons les banques pour être bien certains que la formation que nous mettons en place est conforme à leurs besoins. Et bien là, de la même façon, nous avons dans le tronc commun d'enseignement de droit. Il ne s'agit pas de faire de nos étudiants des avocats ou des spécialistes en droit, mais on sait combien notre société se réglemente de plus en plus et tout étudiant, quel que soit son projet, devra demain sortir de l'école avec une culture juridique. Et pour être bien certain que ce SMIC de culture juridique est bien conçu, eh bien nous avons souhaité créer un partenariat avec l'Ordre des avocats qui sont très très bien placés pour nous dire quels sont les éléments incontournables que doivent posséder nos étudiants en fin de formation pour être demain des leaders responsables et suffisamment affûtés sur les questions juridiques. Donc là, c'est vraiment un travail en effet miroir. On interroge les avocats sur notre programme de formation. On se met à nu sur ce qui concerne le continuum de cours de droit pour être bien certain que ce que nous avons imaginé, conçu, est conforme à la culture juridique que doivent posséder nos étudiants en fin de cursus. Alors, nous avons parlé de cette spécificité droit. Autre spécificité importante du groupe, qui est son activité pédagogique dans le milieu du vin. Nous avons donc deux questions liées à cela. Première question, quelle est la différence entre le master spécialisé commerce international et le MSc Wine? Et une autre question qui est un peu proche. Je suis intéressé par le milieu du vin. Existe-t-il une spécialisation en troisième année ou dois-je faire une formation complémentaire? On a assez peu parlé en dehors de la parenthèse que nous avons réalisée sur Offerbooks University du groupe ESC Dijon-Bourgogne, le programme Grande École étant un des programmes de ce groupe. Le programme Grande École de Dijon, c'est un programme généraliste comme le sont tous les programmes Grande École des business schools françaises et pour autant, nous avons souhaité d'un point de vue stratégique pour ce qui est du groupe ESC Dijon-Bourgogne, nous positionner sur le wine management, sur le secteur des vins et spiritueuses, qui semble assez logique compte tenu du fait que nous sommes en Bourgogne, d'une part, et que d'autre part, ce secteur des vins et spiritueux est le second secteur exportateur français. C'est un marché mondial à très fort potentiel. Depuis 25 ans, nous développons des formations dans le domaine du management du vin et des formations de niveau post-graduate qui sont plus ou moins professionnalisantes, non pas professionnalisantes, mais spécifiques et qui sont pour certaines dédiées à des déjà experts en vin. Et nous avons souhaité pour les étudiants du programme Grande École ouvrir cette année une spécialisation en wine management destinée à des étudiants de formation généraliste, mais qui souhaiteraient demain
travailler dans le secteur des vins et spiritueux sur lesquels nous avons une véritable expertise. Il y a une grosse demande de cadres dans ce domaine. Il y a des demandes importantes sur ce secteur-là, qui est un secteur mondialisé. Aujourd'hui, la plupart de l'activité économique du vin ne se déroule pas en France, mais va se dérouler en termes de business en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Californie. Beaucoup de partenariats dans le cadre de ces formations. Beaucoup de partenariats. Donc, nous travaillons effectivement avec des universités sud-africaines, des universités asiatiques qui ont fait, elles aussi, comme nous, le choix de se positionner sur ce secteur d'activité des vins et des spiritueux. On se rend compte, depuis que nous avons ouvert cette spécialisation en wine management au sein du programme Grande École, combien celle-ci est une spécialisation qui intéresse et qui motive et qui attire nos candidats. Et on est convaincu d'avoir fait un choix pertinent, puisque comme je viens de l'évoquer à l'instant, c'est un secteur extrêmement porteur. Si demain, des candidats veulent travailler dans ce secteur-là, sur toutes les fonctions, achat, contrôle de gestion, commercial, marketing, eh bien, cette spécialisation totalement dispensée en langue anglaise leur permettra d'accéder à ce type de fonction-là. Alors, on a parlé du management entrepreneurial, on a parlé de cette spécificité vin. Quel serait éventuellement l'autre axe vraiment différenciant pour l'ESC Dijon et son programme? Alors, je pense qu'on est très centré sur un triptyque de valeurs qui participe aussi très fortement à l'employabilité de nos étudiants. C'est la responsabilité, l'ouverture et la créativité. J'évoquais tout à l'heure cette balance de compétences, capacité managériale, vision stratégique, capacité à entreprendre. C'est un élément important pour l'employabilité de nos futurs étudiants. Ce qui est important aussi, c'est que demain, ils puissent défendre auprès des recruteurs des valeurs qui vont participer, elles aussi, à leur future employabilité. C'est ce qu'on appelle la responsabilité, l'ouverture et la créativité. Un jeune diplômé demain, à Bac+5, va devoir prendre des responsabilités à la fois à titre individuel, social et sociétal. Et tout au long du cursus, nous incitons nos étudiants, nous évaluons nos étudiants sur leur capacité à prendre des responsabilités. Nous avons également des séminaires qui vont participer de façon très directe à cette capacité d'ouverture d'esprit. On va demander demain à un manager, bien sûr, d'avoir des compétences et des connaissances lui permettant de résoudre les problèmes auxquels il faut être confronté. Mais pour ce faire, il faut être capable d'être ouvert sur les autres, être ouvert sur la différence, être en capacité de manager des équipes d'horizons diverses, à la fois en termes de formation et d'origine interculturelle, enfin la créativité. Tous nos étudiants, c'est vrai pour les nôtres et c'est vrai pour ceux des écoles de commerce, sont plutôt bien formés sur des compétences et des connaissances. Ce qui leur permettra demain de faire la différence, c'est aussi d'être capable d'être créatif. Vous parlez de créativité, mais il y a un mot que vous utilisez peu souvent, c'est la création d'entreprise. Et justement, il y a une question d'un étudiant. J'envisage de créer une entreprise à la sortie de mon cursus. L'école a-t-elle un programme spécifique? On a effectivement un programme spécifique en termes de création ou de reprise d'entreprise. On a un continuum de cours de tronc commun en première, deuxième, troisième année, avec une spécialisation en entrepreneuriat. On a un projet de création d'entreprise qui est un projet important également, qui s'impose à tous durant le cursus. On a également un incubateur. Voilà, un incubateur qui est une structure, un espace physique qui accueille les étudiants qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise. Et ils vont trouver dans cet espace physique, l'incubateur, des professeurs experts dans le domaine qui les concerne directement, la création, la reprise, et vont trouver aussi dans cet espace physique qui est l'incubateur des experts, des consultants en reprise, en financement, en création d'entreprise, qui vont leur permettre de se voir accompagner dans la conduite à bonne fin de leur projet de création et de reprise d'entreprise. Donc c'est vraiment un cursus là aussi qui est complet et qui permet à nos étudiants qui souhaitent aboutir dans leur projet de création d'entreprise d'être accompagnés. On revient 2 secondes sur Oxford Brookes, dont vous faites un élément vraiment très important sur cette fusion finalement d'une école franco-anglaise. Question, Oxford Brookes a-t-elle une spécialisation et quelle est sa position dans les classements? Sous-entendu, est-ce qu'elle est similaire à la vôtre, Oui, elle est similaire à la nôtre, avec un classement parmi les 20 meilleures business schools anglaises. Et on va trouver dans cette école-là des spécialisations notamment en finance d'entreprise, qui va nous permettre là dans les prochains mois de monter avec Oxford Brookes University un Master of Science en finance d'entreprise, c'est-à-dire que c'est un master qui sera joint, co-construit par nos
deux écoles, c'est un de leurs domaines de prédilection, comme l'est par exemple aussi l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship, qui est un deuxième domaine de prédilection de cette université. Mais à terme, on peut imaginer finalement qu'il n'y ait qu'une école avec 2 campus? On peut l'imaginer, en tout état de cause, c'est ce vers quoi nous allons de façon progressive, avec des éléments qui de façon très claire font aussi obstacle. C'est simple d'associer un Français avec un Français, c'est plus compliqué d'associer un Français avec un Anglais. Ce qui peut faire aussi obstacle à la fusion, ce sont nos entités juridiques qui sont de nature très très différente entre une business school universitaire anglaise et une école consulaire française, mais nos écoles se rapprochent petit à petit, à la fois à la tête de nos écoles avec des comités de direction joints, mais aussi nos équipes travaillent de plus en plus ensemble et œuvrent pour éventuellement une réelle fusion ou une seule école à terme. Mais par exemple, lorsque vous faites vos entretiens de recrutement finalement de vos admis, est-ce qu'il y a des représentants d'institutions anglaises qui peuvent participer à vos jurys? Aujourd'hui, non. Par contre, nos collègues d'Oxford Brookes University étaient là cette année, par exemple, pour une semaine complète dédiée à des enseignants d'Oxford Brookes University qui sont venus dispenser des cours à nos étudiants de deuxième année pendant une semaine. Ce ne sont que des professeurs d'Oxford Brookes University qui sont venus dispenser des enseignements à nos étudiants. On voit naître de façon de plus en plus fréquente et régulière des papiers de recherche, des travaux de recherche qui sont joints avec des auteurs de cette université anglaise et nos propres enseignants. Nous cheminons lentement, mais sûrement, vers un rapprochement de plus en plus fort de nos deux établissements. Alors justement, vous parlez recherche, nous avons une question. Pour une école comme la vôtre, à quoi sert la recherche? Tout à l'heure, j'évoquais la nécessité pour nos étudiants de sortir avec les connaissances les plus à jour possibles dans les domaines du management et de la gestion. C'est une science qui est en perpétuelle évolution et les travaux de recherche nous assurent d'être au plus près de l'actualité, des pratiques et des connaissances managériales. Nous faisons en sorte que cette recherche-là soit pas simplement une recherche théorique ou conceptuelle, mais vraiment une recherche appliquée. Nous avons notamment beaucoup de chaires, qu'on appelle des chaires, c'est-à-dire des relations recherche-entreprise qui sont des relations très très importantes. Un exemple, nous avons une chaire en gouvernance où nos enseignants-chercheurs ont comme terrain de réflexion, terrain de recherche, non seulement effectivement ce qu'on peut appeler la revue de la littérature, mais aussi et surtout des terrains d'entreprise avec des travaux qui sont des travaux pratico-pratiques et l'ensemble des enseignements que nous délivrons à nos étudiants sont irrigués par ces réflexions de travaux de recherche qu'ils effectuent en lien direct avec les entreprises. C'est vrai que je comprends pour un candidat, un enseignant-chercheur, c'est souvent perçu comme étant une personne qui est un peu loin des réalités. Un peu loin des réalités, qui réfléchit dans sa bulle, déconnecté du concret. Non, ce que nous souhaitons et ce pourquoi nous œuvrons, c'est une recherche-action, une recherche appliquée qui permet à nos étudiants non seulement d'être à jour en termes des connaissances, en termes de connaissances sur le management et la gestion, mais aussi rattachés aux problématiques terrain telles qu'ils sont vécues par l'entreprise. L'un des attraits importants d'une grande école, c'est évidemment son réseau d'anciens. Alors, on nous pose une question, mais j'imagine que la réponse est évidente. Existe-t-il un réseau d'anciens? Et je la compléterai. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour qu'avec Oxford Brookes, vous ayez un réseau d'anciens commun? Alors, le réseau d'anciens est important. Et il l'est parce que l'école est ancienne. Nous fêtons cette année les 112 ans d'existence de l'ESC Dijon. Près de 8000 anciens avec des niveaux de responsabilité qui sont très très importants pour nos anciens, les plus anciens si je puis dire, et une couverture géographique sectorielle et fonctionnelle qui est de fait très très importante. Alors pour ce qui est de la fusion de nos réseaux d'anciens, je crois que les anciens sont très attachés à leur institution d'origine, ce qui n'empêcherait pas que nos deux associations soient amenées à fusionner à terme et bénéficier de fait à nos étudiants qui pourront demain trouver des relations à la fois dans notre réseau d'anciens et dans celui d'Oxford Brookes University. Parce qu'en ce moment, c'est la période des entretiens, nous avons évidemment quelques questions sur les entretiens qui se passent en ce moment. Questions, j'allais dire classiques. Quels sont les critères que vous privilégiez lors des entretiens et comment se passe concrètement un entretien? Un entretien.
Entretien totalement centré sur la personnalité du candidat et plus précisément sur 3 éléments clés. Premier élément clé, ce qu'est le candidat à l'instant T, qu'il soit capable de nous dire ce qu'il est, quelles sont ses traits saillants de personnalité, ses qualités, ses axes de progrès, quels ont été en lien avec ces traits de personnalité-là, les expériences qu'il a vécues. Ça, c'est un premier élément d'entretien. Deuxième élément de l'entretien, quel est son projet professionnel? On n'attend pas du candidat un projet précis, ferme et définitif, mais on souhaite être rassuré quant au fait qu'il a commencé à dessiner les contours de son projet professionnel, parce que finalement, un candidat, quel que soit le concours, admission parallèle ou classe préparatoire, l'acte de candidature, ce qui fonde l'acte de candidature, c'est de façon inconsciente ou consciente le constat que le candidat n'a pas aujourd'hui les moyens de son employabilité. Donc deuxième question importante, quel est le projet professionnel que le candidat peut nous présenter aujourd'hui, quitte à ce que celui-ci s'affine, se précise, change dans les années à venir. Enfin, le troisième élément important de l'entretien, son projet de formation. Qu'est-ce que l'étudiant vient chercher? Et en l'occurrence, ce qu'il vient chercher, c'est le maillon lui permettant de relier ce qu'il est aujourd'hui à ce qu'il souhaite être demain. Donc ce qu'on attend du candidat, c'est de la cohérence sur ce triptyque-là, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il vient chercher en école, son projet professionnel, et qu'on va attendre de lui aussi, c'est finalement un profil, un profil avec 3 caractéristiques. Un candidat qui soit agile intellectuellement, je veux dire par là un candidat qui puisse répondre de façon vive, structurée, pertinente. Un candidat aussi qui soit dans l'engagement. Dans l'engagement, c'est-à-dire dans la réactivité, dans la capacité à entreprendre. Et puis enfin, une troisième dimension qui est plus du ressort de la valeur, c'est l'humilité et l'ouverture. Voilà un petit peu ce qu'on attend d'un candidat sur l'entretien. 25 minutes, totalement centré sur le candidat lui-même et sur les éléments que je viens d'évoquer à l'instant. Alors, nous arrivons presque à la fin de ce live et nous avons quelques questions vraiment pratiques. Baptiste qui nous dit: j'habite Nantes, si j'intègre votre école, il va falloir que je trouve une chambre ou une coloc ou une résidence. Y a-t-il de nombreuses offres à côté de l'école? Alors, ce que je souhaiterais d'abord lui préciser, s'il n'est pas encore venu passer ses oraux à Dijon, c'est que notre école est en plein centre-ville. Ça, c'est une autre question. J'en profite pour vous dire que je n'ai pas bien vu où se situait l'école dans la ville. J'espère pas trop loin des activités. Alors, je ne sais pas ce que ce candidat-là ou cet internaute entend par activité, mais si on prend les activités au sens très large du terme, sportives, culturelles et ou festives, on est en plein centre-ville. Ce qui devient rare aujourd'hui pour nos écoles de management qui de plus en plus s'expatrient en dehors des villes sur de nouveaux campus avec l'avantage que peut avoir un nouveau campus. Le choix que nous avons fait, c'est de développer et de rénover notre campus et de rester en centre-ville, à proximité des logements. Et pour répondre à la première question qui était posée par cet internaute-là, nous avons effectivement une offre très importante de logements à proximité de l'école. Nous ne sommes pas victimes d'une trop forte tension sur le marché immobilier étudiant sur Dijon. Ça veut dire qu'un logement en studio ou en appartement F1, F2, c'est 300, 400 euros, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne du marché de l'immobilier national, avec effectivement à proximité une vraie vie culturelle, sportive et festive. Justement, on a une question d'Isa qui est un peu corollaire. Dijon ne me paraît pas être une ville avec une grande animation étudiante. En choisissant votre école, j'ai un peu peur de m'enterrer. Alors, je ne sais pas d'où vient cet internaute, mais je respecte la vie qu'elle a. Et ce que je lui propose, c'est de venir à Dijon pour se rendre compte. Je sais que certains apprécient Dijon, d'autres moins pour différentes raisons. Le rapport qu'on peut avoir avec un environnement, avec une ville, c'est assez subjectif. Mais ce que je souhaiterais simplement lui signaler, c'est que l'année dernière, le Nouvel Observateur nous a classé comme étant la ville la plus agréable où il fait bon étudier parmi les villes de 250 000 habitants et moins. Je crois que Dijon n'a pas vis-à-vis des étudiants l'image qui lui correspond vraiment. C'est une ville qui est en train d'exploser, notamment par la mise en place du tramway. Et quand je dis exploser, c'est dans le bon sens du terme, avec une réorganisation complète du centre-ville, un zénith, des salles de spectacle, une vraie vie étudiante. Et je crois que on doit en parler un peu plus pour qu'effectivement la perception de nos candidats soit conforme à la réalité. Mais la meilleure façon de se faire son propre avis, c'est de venir sur Dijon et de se rendre compte qu'effectivement c'est une ville très jeune, une ville dynamique,
une ville qui bouge et une ville où il fait bon étudier. Et je comprends que ce soit important pour nos candidats de se sentir bien dans l'école dans laquelle ils vont étudier, mais aussi dans la ville dans laquelle ils vont être amenés à étudier. Eh bien, Marc Gilbert, merci pour cette note positive et à bientôt. À bientôt. Bonsoir.